Messieurs, dames, merci encore une fois de nous faire confiance. Vous êtes en train de suivre votre émission Entre les lignes. Euh, nous sommes autour des questions d'actualité, parce qu'on va revenir sur le dialogue national inclusif que le président a décidé de convoquer. On va revenir sur le génocide, Génocoste. C'est quoi la différence? Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance internationale pendant qu'on évoque beaucoup de morts? On parle des millions de morts. Certains évoquent 10 millions, d'autres 8 millions, 5 millions. Bon, chacun a ses sources. Arrestation du jeune homme Beni Mukena, excusez-moi. Est-ce que monsieur, notre invité aura-t-il un petit mot à placer pour nos téléspectateurs? Parce que lui, il est responsable, il maîtrise un peu les questions d'ordre géopolitique et les relations internationales, comment l'État congolais pouvait arriver à faire ça. Et enfin, on va revenir sur ce que d'aucuns veut qualifier de processus qui va justement aboutir au glissement, peut-être. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Voilà, quelques questions qu'on va devoir aborder ici avec vous. Monsieur Nikes Kibelbel, bonjour, et comment allez-vous? Bonjour confrère, je vais bien, je suis en forme comme tu le constates. Exactement, ça je le vois. Vous êtes donc journaliste? Je suis... Ouais. Oui. Allez-y. Oui, je suis journaliste comme vous, je suis journaliste. Patron du journal Les Coulisses, site Les Coulisses TV, RDC TV. RDC TV, vous êtes aussi écrivain. Et aussi écrivain. D'accord, monsieur Nikes Kibelbel, au cas, plaisir immense de vous avoir encore une fois. Vous auriez un petit mot à dire par rapport à l'arrestation du jeune homme qui a assassiné son collègue ici? Bon, je n'ai pas maîtrisé ces dossiers, mais tout ce que nous pouvons dire, même dans les enquêtes, au départ, il y a un cadavre. Oui. Et quand il y a un cadavre, il faut chercher le coupable. Mais il y a plusieurs sortes de coupables. Il y a les exécutants et comment on peut dire, le responsable moral, ceux qui ont programmé. Et dans quelques mots que j'ai entendus de ce monsieur, il reconnaît, sauf si c'est un montage, il reconnaît qu'il a tué son ami, mais il dit que c'était sur ordre, sur demande d'une autorité. Bon, il n'a pas cité le nom, et je pense que la justice va nous aider à éclairer nos lanternes sur ça. Mais tout assassinat, tout meurtre doit être condamné, mais il faut aussi féliciter les services, parce que selon les sources, on l'a arrêté au niveau de Brazzaville. Donc il était déjà en fuite, il avait déjà quitté le pays, et donc là, il faut féliciter la collaboration entre les services de la RD Congo et les services du Congo-Brazzaville. Donc voilà ce que je peux dire à ces niveaux-là. Alors, merci bien, monsieur Nikes Kibelbel. Parlons du 2 août, de la journée du 2 août 2026. Du point de vue historique, commençons d'abord par là. Ah oui, du point de vue historique, la journée du 2 août ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Okay. C'est-à-dire que le président Laurent Désiré Kabila, une fois informé que ces communications étaient suivies et qu'on préparait un plan pour l'assassiner, il va précipiter les choses en demandant le départ des Rwandais. Et les Rwandais fâchés, parce qu'il leur dit, donnez-moi la facture, l'addition, et je paye. Les Rwandais fâchés, ils vont organiser, cette fois-ci, une descente punitive. Et donc, ils vont organiser à partir du 2 août, mais ils disent qu'il faut que ça prenne moins de temps, parce que la guerre de l'AFDL avait pris 6 mois. Et ils disent, entre 2 et 3 mois, on termine avec les désordres à Kinshasa, nous installons notre homme. C'est comme ça que le 2 août... Mais comment on installe notre homme? Ça, c'est des sources sûres qui disent ça, ou bien c'est une déduction que vous faites de vos sources? Non, c'est des sources sûres.
Moi, je suis à Goma, parce que les 2 août, ça se passe. D'abord, je suis à Butembo, à l'ordination de Monseigneur Paluku Sikuli Melchisedek. Je suis à Butembo, sur invitation du gouverneur du Nord Kivu, Léonard Kanyamwanga, paix à son âme. Et on m'informe que la guerre commence. Nous sommes à Butembo, en pleine cérémonie, en pleine messe. Le gouverneur s'excuse, il prend l'avion, il retourne à Goma. Et ce jour-là, Sylvain Bouki, parce que là, il n'y avait pas de fonction, tout le monde était commandant. Commandant Sylvain Bouki passe à la radio, à la RTNC, pour annoncer que désormais, plus question, on coupe toute relation avec Kinshasa, il faut faire partir Musée. Nous, on arrive le 3 août. Parce qu'on m'a escorté. Le 2 août, c'est la journée qui marque la rupture entre... C'est l'annonce de la rupture entre... Je ne sais même pas s'il faut dire entre les rebelles. Parce que là, la rébellion n'existait pas. Le RCD n'existait pas encore. Le 2 août, le RCD n'existait pas. Ça, c'est le Rwanda qui dicte. Donc, ils annoncent que désormais, l'Est ne fait plus partie de la République démocratique du Congo jusqu'à ce qu'on doit chasser Kabila. Là, c'est qui l'annonce, par la bouche de qui? C'est Sylvain Bouki, le commandant Sylvain Bouki. Il est mort lieutenant-général FARDC. Sylvain Bouki qui est d'origine rwandaise. Bon, ou congolaise. Vous ne savez pas trop. Je ne sais pas trop, mais il parle comme Congolais. Il est congolais. Disons, il est officiellement congolais. Parce que comme il est dans notre armée, il est Congolais. Il est Congolais. Voilà. Alors, il annonce. Mais il faut trouver une figure, comme vous dites, des pères et des mères, donc qui va effectivement représenter la République démocratique du Congo. Et il faut convaincre le commandant, le lieutenant Ondekane, qui est le commandant de la 10e brigade. Alors, mais pour qu'Ondekane accepte, le 3 août, on réunit à l'aérodrome de Kavumu à Bukavu 37 officiers FARDC. On leur demande d'entrer dans la rébellion, ils refusent et on les massacre comme ça. Les 37, tous meurent. La République a le devoir d'aller retrouver la fosse commune parce qu'elle existe à Bukavu. Alors, on fait comprendre à Ondekane que tu n'as pas de choix. Tu vois ce qui s'est passé à Bukavu. Et Ondekane accepte. Mais jusque-là, il n'est pas encore dans le plan. Parce que le 4 août, il monte le plan opérationnel de raid sur Kitona. Donc un avion doit quitter Goma avec des troupes pour attaquer Kitona et les barrages d'Inga, couper le courant et chasser Kabila. Alors, je suis informé parce qu'ils doivent prendre le responsable de CEP Congo comme avitailleur. Je dis avitailleur, pas ravitailleur, avitailleur. C'est-à-dire les personnes qui mettent les Jet 1 dans les avions. On les appelle avitailleurs. Donc, on va les prendre chez lui à la maison. Et comme c'est mon frère et ami, parce que nous avons étudié ensemble depuis l'école secondaire, et nous portions les mêmes habits, ou les mêmes habits, il m'appelle. Nikez, il faut venir vite. Je vais chez lui à la maison, je trouve le commandant Ondekane avec des militaires rwandais. Alors, nous commençons les débats. Bon, par la grâce de Dieu, je m'impose. Il ne peut pas partir. Finalement, nous trouvons un compromis. Ils prennent la motopompe. Ondekane signe la décharge. Voilà. Alors, quand ils partent, bon, non, moi aussi je ne comprends. Je ne pouvais pas croire qu'ils peuvent quitter Goma jusqu'au Congo central. Mais quand même, le soir, je prends mon télécell, parce que j'avais les télécells. Mon ami le gouverneur, Léonard Kanyamwanga, m'avait remis un télécell. Donc, je l'appelais à 8h et à 20h, pour qu'il s'assure que je suis en bonne santé. Là, c'est l'armée rwandaise qui est en pleine manœuvre. C'est l'armée rwandaise. Jusque-là, il n'y a pas de Congolais. Moi, je prends les télécells, j'appelle le directeur de cabinet de Mova Sakani. Mova était ministre des Transports. Le directeur de cabinet, malheureusement, son nom m'échappe encore, professeur à l'université de Lubumbashi, paix à son âme, un historien, je l'appelle, on était en très bonne relation.
Je lui dis au ministre rapidement qu'il voit Musée. Il y a un raid qui se prépare sur Kitol. Dites à Musée de prendre toutes les dispositions. Sinon, voilà ce qui va arriver. On va couper les courants, on va couper, ainsi de suite. Bon. Vous avez informé à Kinshasa? J'informe Kinshasa. C'est vous qui avez informé? C'est moi qui ai informé. Et là, les Rwandais ne pensaient pas que vous pouviez les trahir? Non, les Rwandais, ils ne me connaissent même pas. Parce qu'après ça, ils ont déconnecté les télécelles, les réseaux. Donc on a coupé après les connexions. Alors, Musée réunit son état-major, mais devant l'impossibilité de contrer cette attaque, il choisit la sensibilisation. Et effectivement, le raid a eu lieu par un avion Atlas Cargo, Air Atlas Cargo, un avion nigérian. Les troupes rwandaises entrent jusqu'au Congo central. Et vous connaissez la suite. C'est à l'échec du raid que finalement les Congolais viennent. Et le RCD naît le 12 août au Rwanda. Et c'est là qu'on va donner la structure que nous avons connue, Wamba Diawamba, les Zaïdingoma, tout ça. Donc voilà un peu la naissance du RCD. Donc l'échec de l'opération Soukitona contre le pouvoir de Kinshasa a donc été le lit de la naissance du RCD. Parce que pour le Rwanda, s'ils avaient réussi cette opération, ils allaient mettre quelqu'un de leur obédience au pouvoir. Vous voyez? Donc là, l'URCD naît, on installe les Congolais, c'est eux qui prennent le devant. Maintenant, les Congolais prennent le devant. Et comme nous savons bien parler, nous commençons à bomber les torses. Ah, Kabila doit partir, dictateur. Mais on prend des figures qui en elles-mêmes sont des symboles. Zaïd Ngoma venait de sortir de la prison de Kassapa. Zaïd Ngoma et Olenganko et Massassou étaient dans la prison. Zaïd Ngoma, la France a fait pression sur Musée, comme c'était un fonctionnaire de l'UNESCO, il a été libéré. Et directement, France, il est venu à Goma. Donc lui, c'est un témoignage vivant de la cruauté de Musée. On prend Lunda Bouloul, Katangé, qui doit venir dire non, nous ne sommes pas d'accord, ce monsieur, c'est un criminel, tout ce que vous voulez. Et les postes de commandement visibles, on met des Congolais qui ne sont pas de la même communauté que Kagame. Mais tous les adjoints sont de la même communauté que Kagame. Voilà pourquoi il y a un extrait de vidéo qui circulait récemment par Moïse Nyarugabo, où il dit que pourquoi il y a une sorte d'acharnement sur notre communauté. Parce que si vous prenez bien le RCD, la FDL, toutes ces rébellions qu'il y a eu, les Tutsis n'ont pas occupé des rôles majeurs. Pourquoi on n'a pas attaqué les autres communautés? Par exemple, les Lubakat, les gens du Congo central. Pourquoi cet acharnement sur les Tutsis? Mais ça, c'est une stratégie. Nyarugabo sait. Wamba Diawamba est président du RCD. Son vice-président, c'est qui? C'est Nyarugabo. Lunda Bouloulou est premier ministre du RCD. Son adjoint, c'est qui? C'est Bizi Makar. Tambwe Mwamba est ministre des Affaires étrangères du RCD. Son adjoint, c'est qui? C'est Azarias Rubero. Onosumba, quand il devient président, d'abord Émile Ilunga, quand il passe président, sa parsec, c'est une Rwandaise qui ne parle ni Swahili, ni français, ni Lingala. Elle ne parle qu'anglais. Et je ne sais même pas comment il communiquait. Lorsque Onosumba devient président, parce que vous allez voir que même lorsqu'ils vont en formation idéologique, ce sont les autres communautés qui portent la tenue militaire. Vous ne verrez pas Bizima en tenue militaire, vous ne verrez pas Robert en tenue militaire, ainsi de suite. Mais lorsqu'on va à Sun City, le président du RCD, c'est qui? C'est Onosumba, qui se proclame général. Vous n'avez jamais entendu Robert dire qu'il est général ou bien qu'il a été colonel. Vous avez Ondekane, général. Donc, il arrive à la rébellion lieutenant. À la fin de la rébellion, il est général. Vous avez, bon, je peux citer beaucoup de gens, mais vous avez Onosumba, général, 4 étoiles. Mais quand on arrive à Sun City,
qui prend la place des vice-présidents de la République? Ce n'est pas Onosumba, c'est Rouberwa. Donc c'est un jeu auquel une stratégie bien montée par Kagame, qui fait placer, il l'a fait, le premier président du Front patriotique rwandais quand ils prennent le pouvoir, c'est qui? C'est Pasteur Bizimungu, un Hutu. Nous tous, nous savions que c'était juste un président de façade. Et après, on l'arrête, il est en prison. Mais le vrai président, le vice-président, c'est Paul Kagame. Donc c'est une stratégie, on ne peut même pas spéculer sur ça. C'est comme ça qu'ils opèrent. Alors, on revient sur l'enchaînement que vous aviez, l'enchaînement logique que vous aviez, Kitona, après Kitona échec, RCD, et après tout ça, finalement, Mosé est tombé. Il a été assassiné. Oui, finalement, Mosé est tombé parce que l'assassinat de Mosé, ça, il faut une autre édition. Mosé est tombé après la chute de Puerto. Puerto dans le Katanga? Oui, Puerto Manono. Je pense que c'est ça qui a scellé la mort de Mosé. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Le 16 janvier... Mais il ne réclamait pas le dialogue, il ramène le dialogue, non, avec Kinshasa? Non, le dialogue vient après. Après le RCD? Oui, non, après la mort de Mosé. Parce que ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on veut mentir aux Congolais, notamment dans Je connais le Mosé ne voulait pas le dialogue. Oui, dans Je connais le Congo de Thomas Louaka. Ça, c'est un mensonge. Ce qu'il raconte sur Mosé à propos du dialogue. Mosé refuse, il ne refuse pas le dialogue. Il refuse la présence de Ketumile Masire, l'ancien président de Botswana. Pourquoi il le refuse? Ketumile Masire est président de la commission du génocide rwandais à l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il a toute l'émotion sur le génocide rwandais. Mosé est accusé d'armer les FDLR. Vous comprenez? Mosé dit simplement, ce monsieur-là, tant qu'il sera président, il sera désigné pour conduire les dialogues, je n'en veux pas. Et vous allez voir que lorsque Mosé est tué, directement Joseph accepte que Touré Massire. Et les gens disent, non, Joseph c'est un homme de dialogue. Mais si Joseph était dans la logique de Mosé, il n'allait pas accepter Massire. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il serait aussi le malvenu. Mais qu'est-ce que vous faites les choix, non? C'est un problème de choix. Ou vous êtes mal vu, ou vous préparez les lits de l'ennemi. Massire, pourquoi on l'a imposé? Qui l'a imposé? Mais qui l'a imposé? Ce sont les Kagame, c'est Thabo Mbeki, c'est la communauté internationale. Parce que vous imaginez que le dialogue doit être tenu, le dialogue pour un peuple qui parle le français. Mais celui qui doit modérer, il ne parle qu'anglais. C'est comme ça que nous avons fait, moi personnellement, notre journal Les Coulisses. On a écrit, et finalement, Moustapha Niasse, on nous a collé Moustapha Niasse, les Sénégalais, avec qui j'ai entretenu de très bonnes relations jusqu'à la fin du dialogue, et qui m'a dit comment on refusait certains, notamment le cardinal Mosengo, là, il était encore l'archevêque de Kisangani. Le Rwanda dit pas question de Mosengo au dialogue, et il n'est jamais venu au dialogue. Donc, pas question de Gérard Kamanda, il n'est jamais venu. Donc, il y avait des noms que le Rwanda ne voulait pas voir au dialogue. Donc, on ne peut pas dire que non, c'est parce que on a ouvert les champs pour avancer. Non, ce n'était pas pour avancer, c'était pour enterrer le Congo. Et pourquoi Joseph Kabila a accepté le dialogue? Ah, mais il faut lui poser la question, il est vivant. Au départ, Mosé était aussi pour le dialogue, mais il ne voulait pas Katumile Massire. Kabila vient, il accepte. Et il accepte le dialogue de Mar. Soutenu pratiquement totalement par l'Afrique du Sud. Et vous connaissez la position de Thabo Mbeki contre le Sud Tshisekedi. Thabo Mbeki soutient Kabila. Mais sur le décès de Mzee Kabila. Pardon? Sur le décès de Mzee Kabila. Un petit mot? Ah non, tout ce que je peux dire, d'abord moi je n'étais pas ici, moi j'étais en Ouganda. Ce jour-là, ce matin-là... C'était prévisible aussi, c'était prévisible qu'il soit assassiné. Pardon? C'était prévisible. Mais je vous dis qu'à partir de la prise de Puerto, je ne vais pas entrer dans les détails, mais à partir de la prise de Puerto, tout était clair que Mosé, on doit l'assassiner. Parce que dans la prise de Puerto, vous avez des gens comme Katumba Mwanke, regardez comment il est mort. Au fait, pour un journée d'investigation, peut-être après 20 ans, nous pourrons savoir, mais il faut relier toutes ces affaires pour comprendre. Il faut relier toutes ces affaires. Machako Mamba,
le médecin qui a pris le corps de Mosé, il est où? Bon, vous pouvez dire qu'il est mort de vieillesse, tant mieux. Il est mort. Comprenez? Bon, je reviens à votre question. Je ne sais pas pourquoi on l'a assassiné, comment on l'a assassiné. Non, comment on l'a assassiné, le pourquoi tout le monde connaît. Comment on l'a assassiné, je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'étais à Kampala. Je suis en déjeuner avec notre ambassadrice, Madame Isabelle Iboula, à la résidence de l'ambassadrice. Nous sommes en train de causer, de manger, de prendre un petit déjeuner. Son téléphone sonne. C'est le président Museveni. J'entends seulement, Your Excellency, please. Non, Museveni annonce qu'on vient de tuer Kabila. Il dit non, it is not possible. Non, je vous annonce qu'on vient de tuer Kabila. Vous n'avez plus de président. Et la pauvre dame commence à pleurer. Je dis, mais madame, qu'est-ce qu'on va dire? Non, on a tué Mosé. Et ils s'attendent à une explosion populaire. Et ils ont été surpris de voir comment le peuple congolais a pleuré Mosé. Et ce jour-là, le MLC donne une conférence. Jean-Pierre Bemba donne une conférence le soir. Je me souviens quand je le vois, il dit non, traitez avec Olivier, vous me suivez demain, il y a un avion. Bon, je n'ai pas suivi parce que je ne sais pas comment ils sont partis. Mais au moins, c'est l'Ouganda qui nous annonce en premier le décès de Mosé. Et comme j'ai dit, je cite Madame Iboula avec qui je partage le déjeuner chez lui et chez elle à la maison. Là, à Kinshasa, les Congolais ne sont même pas informés. Non, là, ici, vous n'êtes pas informés. Vous n'êtes pas encore informés. C'est à quelle heure? Oh, je ne sais plus l'heure. Hein, je pense le déjeuner, c'est le matin. C'est le matin. Le matin. Je ne sais plus l'heure. Le MLC? Le MLC? Le MLC. Oui. Quelles étaient les raisons de la naissance du MLC? Et pourquoi Jean-Pierre Bemba? Mais Jean-Pierre Bemba, le MLC, les parents, c'était Museveni. Jean-Pierre Bemba, c'était le fils adoré de Museveni, le chairman, comme on l'appelait là-bas. Très aimé de Museveni. Et pourquoi, quelle était la raison du MLC? La raison de la création du MLC. Ah oui. La raison, selon moi, oui. Il y a deux conceptions de la gestion du pouvoir au Congo, selon que vous êtes Kagame ou Museveni. Avec l'expérience de Mosé et Laurent Désiré Kabila, Museveni a cessé de croire aux Congolais, d'imposer un Congolais à Kinshasa. Kagame est resté focus qu'il faut un Congolais de son obédience pour arriver à satisfaire à ses besoins. Museveni part du principe que les Congolais ne nous accepteront jamais à Kinshasa. On doit faire les affaires là où nous sommes. Et donc Museveni fait les affaires dans la partie qu'il contrôle. Entre-temps, Kagame, lui, est en train de laver le cerveau des Congolais pour venir prendre le pouvoir à Kinshasa. Et donc, quand Wamba Diawamba commence, parce qu'un professeur, c'est lui qui a enseigné à Museveni le panafricanisme et tout ça, les laboratoires de Nyerere, c'est Wamba Diawamba. Donc Wamba Diawamba, il y a des choses qu'il n'accepte pas. Par exemple, quand on enterre les femmes vivantes à Makobola et Kasika, Wamba Diawamba dit clairement que nous ne sommes pas venus pour tuer, nous sommes venus pour chasser Kabila, et je suis prêt pour une enquête internationale. Et là, il met le Rwanda dans tous ses états. C'est comme ça que on commence à comprendre que Wamba Diawamba n'obéit pas à la logique du Rwanda. Et donc, on crée une dissension. Et malgré la médiation de la Tanzanie et de l'Ouganda, le Rwanda est catégorique. Et c'est la scission, c'est comme ça que le Wamba Diawamba vont partir à Kisangani, et puis à Goma, et à Bunia, et puis les autres vont rester à Goma. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les RCD Goma, et les RCD qui se mêlent, voilà. Ça va, vous n'avez pas vraiment creusé sur cette affaire du MLC? Non. Nous parlons du RCD. Je parlais de la question du MLC. Non, vous avez posé la question sur Museveni, sur la relation Bemba-Museveni. Je vous ai expliqué que Museveni, n'acceptant pas la façon de considérer les Congolais par Kagame, il trouve un autre cheval, il trouve Jean-Pierre Bemba. Et c'est comme ça qu'il crée le MLC. Donc Jean-Pierre Bemba crée le MLC sous le parapluie de Museveni.
Et Jean-Pierre Bemba ne vient pas à Goma. Ougandaise. Oui, mais Museveni, quand je dis Museveni avec l'UPDF, Jean-Pierre Bemba a recruté presque tous les ex-phases qui avaient fui, la DSP, tout ça. Et puis vous avez l'UPDF avec lui. Donc Jean-Pierre Bemba ne vient pas à Goma. Jean-Pierre Bemba occupe la partie nord. Vous avez depuis Beni, c'est comme ça, il avait un territoire très vaste de Kanyabayong à Imese. C'est ça le territoire de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba n'a pas été à Goma, donc lui a occupé le nord-est. La solution à ce moment-là était quoi? Le dialogue? C'était ça la solution? Qu'est-ce qui était sage de faire pour réunifier le pays? La solution n'est... Bon, si vous prenez les raccourcis, vous dites le dialogue. Moi, je dis que le dialogue, Sun City a été un cimetière pour les Congolais. Un cimetière. Pour la République. La solution ne devait pas être le dialogue. La solution, surtout que les armes ne leur appartenaient pas. Peut-être un peu pour Bemba qui achetait ses armes. Mais pour le RCD, les armes ne leur appartenaient pas. La preuve, lorsqu'on a réuni le pays, Bemba a remis les armes. Mais les autres n'ont jamais remis les armes. C'est-à-dire que Kagame a récupéré ses armes. Donc la solution n'était pas le dialogue. Comme voulu par le parrain. La solution devait être la prise de conscience des Congolais de dire, écoutez, nous nous sommes entretués pour rien, mettons-nous ensemble. Le dialogue à la congolaise. Mais pas le dialogue imposé avec les Louis Michel, tout ça, ainsi de suite, qui va aboutir à 1+4. Dialogue à la congolaise. Donc, tous les leaders congolais qui sont dans les groupes armés décident de se mettre autour d'une table et échanger avec... Échanger avec le pouvoir qui est en place. Parce que là, vous voyez, le problème, c'est quoi? Parce que la façon dont Joseph Kabila prend le pouvoir, c'est de la façon... C'est de la cascade, c'est un cascadeur. Parce que Mouzé est décédé, on ne sait même pas comment on l'a tué. La Constitution ne prévoyait pas le mécanisme de... Non, mais toutes les constitutions ont presque la même. Ont presque le même. La constitution dit quoi? Le Sénat. C'est le Sénat. Or, Mouzé avait une assemblée avec madame, le nom m'échappe, c'était une dame qui dirigeait le parlement de Mouzé. Donc, logiquement, ce n'était pas Joseph qui devait prendre le pouvoir. Comprenez? Pourquoi Joseph? Ah, mais je ne sais pas. Poser la question, bon, excusez-moi, j'allais citer les noms, poser la question, il réfléchit très bien sur Joseph, c'est le ministre Julien Paluku Kahombi. Parce qu'il s'est étonné. Ils ont combattu ensemble pendant 18 ans, pendant 12 ans, et qu'aujourd'hui, Joseph se retrouve à Goma. Pourquoi Joseph? Peut-être la réponse est là-bas. Le débat sur sa filiation, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Sur sa filiation. Filiation comme avec son... Laurent. Non. Ce débat-là n'a pas lieu d'être. Non, personnellement, je ne connais pas grand-chose sur sa filiation. Je sais que c'est le fils de Mouzé. Ça s'arrête là. Maintenant, comme on dit, s'il va dans la rébellion, c'est son cœur qui l'amène là-bas. Mais vous connaissez ce débat qui existe sur sa filiation, non? Oui, le débat a commencé depuis Honoré Mbanda, tout ça, mais bon, est-ce que... Moi, je ne suis pas médecin légiste pour faire des tests pour dire ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'arrête à ce que Joseph Kabila est le fils de Mouzé. Mais ce débat a lieu d'être quand même, hein, pour ne pas insister. Bon. Oui, les débats. Bon, il y a des gens qui perdent leur temps à discuter de ça. Vous savez, en France, par exemple, j'ai lu un livre, 65% des enfants ne sont pas les enfants de leur père, mais au moins de leur mère. Ça, c'est assuré. Ça peut aussi, on peut l'appliquer chez nous. Les hommes n'ont pas de preuves totales pour dire que tel enfant, c'est mon enfant. Ce sont les mamans qui savent. Et donc, entrer dans un débat pareil, c'est se perdre inutilement. Là, c'est pas ce qui est important pour les Congos. Alors, on est en train d'avancer lentement, mais sûrement, on parle de dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif annoncé par le chef de l'État. C'est de la bouche de Monseigneur plutôt Kambongo que nous l'apprenons. Comment vous prenez cela? Bon, moi... Sage décision ou bien... Sage décision... Un autre cimetière se profile à l'horizon. Ah, mais oui, c'est un autre cimetière. Il ne faut pas se voiler la face. Est-ce que c'est une décision donnée de bonne foi? Non.
Quand vous passez, vous traversez le monde entier à dire que non, il refuse le dialogue, c'est la pression. Finalement, vous dites, vous voulez les dialogues, je vous les donne. Mais c'est un autre cimetière. Dites-moi les dialogues, pourquoi? Est-ce que nous avons un problème à l'interne? Les causes profondes, comme disait Corneille Nangaa. Mais les causes profondes, vous savez, Corneille Nangaa, la première interview qu'il a donnée à Colette Brackman, j'ai la copie. La question que Colette lui a posée, parce qu'après Colette est venue à mon bureau. La question que Colette lui a posée, pourquoi vous avez pris les armes? La première réponse c'était, Tshisekedi a confisqué son carré minier. Est-ce que c'est ça les causes profondes de la guerre? Le Rwanda a des causes profondes. Le M23 a ses causes profondes. Énumérées à 4 ou 5 points. Lesquels? Le premier point, la protection des Tutsis. C'est le premier point. C'est le premier point. Les Tutsis congolais, c'est ça, non? Oui, congolais. Ok. Quand je dis Tutsis, vous prenez les Banyamulenge, les Tutsis du Nord. Parce que les Banyamulenge, c'est la désignation des Tutsis du Sud Kivu. La protection des Tutsis. Pour qu'ils ne soient pas exterminés. Mais pour protéger ces Tutsis-là, il faut donner 5 ans au M23 de gérer l'Est du Haut-Katanga jusqu'aux Zouélé pendant 5 ans. Le Rwanda. Et ils disent le M23. Pendant 5 ans. Gestion financière, gestion administrative, gestion sécuritaire. Pendant 5 ans. Et c'est eux qui peuvent seuls s'occuper des réfugiés Tutsis que nous voulons exterminer. Ça, c'est eux qui disent. Ils sont les seuls à les sécuriser, à les installer au Congo, et pendant 5 ans les sécuriser, 5 ans renouvelables, s'ils n'ont pas terminé de mettre de l'ordre. Et ce n'est qu'après, on pourra voir s'ils peuvent, après 5 ans, après 10 ans, s'ils peuvent maintenant réunifier les pays. Ça, c'est ce qu'ils posent comme condition. Les causes, parce qu'ils disent les doléances légitimes. Donner aux Tutsis un terrain, un territoire qu'ils doivent gérer. C'est ça les doléances légitimes. Maintenant, et quand Corneille Nangaa lui parle, ces doléances légitimes, c'est les carrés miniers que Tshisekedi lui a confisqués. Quand vous posez la question à l'église, pourquoi les dialogues? Il dit que pour que les Congolais se mettent ensemble. Est-ce que dans tout ce que j'ai dit, vous avez un fil conducteur? Non. Chacun définit ses priorités ou ses causes à sa manière. Et souvent à la manière qui n'est pas au profit de la République démocratique du Congo. Pourquoi ce dialogue est un cimetière? Oui, parce que les dialogues, nous sommes en plein mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Il reste 2 ans. Les Africains sont toujours dans cette tradition de l'arbre à palabre, tout ça. La tradition, le dialogue, c'est une vertu de la démocratie. À la démocratie à l'occidentale ou bien de la démocratie à l'africaine. Vous avez déjà vu quelqu'un contester le pouvoir d'un chef coutumier ou d'un roi en Afrique? Mais quand il y a des problèmes dans une communauté... Mais c'est le roi qui aille. Le roi appelle tout le monde et puis tranche. Mais est-ce que nous avons des problèmes? Voici ce que nous avons comme problème. Nous avons une classe politique habituée à être dans les institutions, à vivre des institutions. Une fois que cette classe politique, après 2-3 ans, est mise de côté, elle n'a plus de ressources, elle crée des problèmes. Elle invente des crises. Parce que la question que nous nous posons, ils vont se réunir. Les recommandations seront quoi? Ça sera sur quoi? Chasser les Rwandais, non? Donc, récupérer l'intégrité du territoire. Est-ce que tu sais ne le fait pas? C'est ce qu'il fait avec les FARDC au front. Kabila et souvent l'RDC ont posé aussi des conditions. Vous les avez lues sûrement? Oui. Pas de dialogue ici à Kinshasa, dans un pays tiers. Nous revenons à Sun City, non? Où vous avez les Louis Michel qui font pression, qui nous produisent une constitution qu'on appelle des belligérants. Qu'est-ce qu'il faut pour que, apparemment, comme j'ai l'impression que vous dénoncez une répétition, un cycle qui ne s'arrête pas, qui recommence à chaque période. Mais je l'ai dit. Avec Mouzé, avec Joseph Kabila, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, apparemment chaque président vit le même cycle. Mais je l'ai dit toujours à haute voix, je pense vous l'avoir déjà dit. Quel est le drame de notre pays?
C'est parce que chez nous, le soubassement du pouvoir, c'est la politique. En Israël, le soubassement du pouvoir, c'est la défense, le renseignement, la sécurité. Netanyahou était contesté, non? On devait le faire partir. Est-ce qu'on l'a fait partir? Parce qu'ils trouvent qu'ils sont en guerre contre les Palestiniens, contre l'Iran, contre les Libanais. Il reste le moindre mal. En Ukraine, les soubassements. Merci beaucoup, M. Niquez. Vous comprenez? Oui. Ici, chez nous, c'est la politique. Alors, comme c'est la politique, on laisse, même quand les pays sont en train de chavirer, les gens se discutent ici. Comme si, lorsque vous mettrez Fayoulou le Premier ministre, et il va appeler Kagame pour dire, Monsieur Kagame, allez, tu fais partie de tes... Ou bien le cardinal Ambon va appeler Kagame pour dire, Monsieur le Président, j'ai prié le Saint-Esprit, tu sors, sinon la foudre va tomber sur toi. Non. On ne doit pas être dupe, on ne doit pas être naïf, on ne doit pas rêver. Merci beaucoup, M. Niquez. J'aurais aimé qu'on évoque aussi la question des FDLR, puisque c'est ça même l'argument principal du Rwanda, qui même est consigné dans l'accord de Washington. Il faudrait que le Congo puisse neutraliser les FDLR. Récemment, le gouvernement a annoncé qu'ils avaient signé un document où ils prenaient l'engagement de déposer les armes, de se cantonner et de retourner au Rwanda. Ça, le Rwanda n'a pas voulu. Pour le Rwanda, l'accord parle de la neutralisation. Ce qui s'est fait, c'est un scénario digne d'Hollywood. Alors, non, je vais dire un mot peut-être avant de poser la question. Vous posez la question, mais vous me laissez dire un mot. Bon, 30 secondes, parce qu'on doit finir. Alors, je souhaite qu'il y ait une émission. Mon livre est déjà sorti. Rwanda-Congo, Hutu-Tutsi, l'impératif d'une réconciliation en panne. Nous allons aborder ces problèmes des FDLR, le vrai problème du Rwanda, dont nous subissons les conséquences chez nous. Monsieur Niquez Kibelbel, il est journaliste, patron du média Les Coulisses RDC, journaliste, écrivain, spécialiste des questions de défense et de sécurité et du terrorisme. Et terrorisme. Voilà, on va se quitter par là. On n'a pas fini, on parlera spécialement des FDLR, peut-être à la prochaine émission. Puisque je consacre tout un livre sur le Rwanda. Sur le Rwanda. Ouais. Allez, que vous soyez d'accord ou pas, voilà, c'est aussi un journaliste. Il a son point de vue sur les questions d'actualité. Tout le monde n'est pas appelé à accepter cela, mais au moins, la liberté d'opinion est un droit pour tous. Vous également, vous avez peut-être à vous penser que ce qu'il dit n'est pas conforme à la réalité. Le plateau est là. On n'oblige à personne de ne pas venir. Nous sommes libres de vous recevoir également. Allez, on va se quitter. Au revoir.